à la Cantorade. Venez avec nous sur Radio Laser prendre de la hauteur et du recul sur les interrogations multiples que nous et vous nous posons toutes et tous. Critiquons, proposons, réfléchissons dans l'humour et le respect. Explorez pendant un mois, chaque semaine, un sujet pertinent avec toujours un invité expert. Bonjour à toutes et à tous sur Radio Laser à la Cantorade Science avec comme chaque mois Marion Guillemin. Bonjour Marion. Bonjour Bernard, bonjour à tous. Voilà, donc bonjour à toutes et à tous et donc nous allons présenter le magazine Science Ouest du mois de février. Alors il y a eu plusieurs articles et on va commencer par un article qui se trouve le page 3, Marion, sur le problème de la suspicion, entre autres vis-à-vis de la science, notamment, et par rapport à cette théorie parfois complotiste qui peut exister, à savoir la Terre n'est pas ronde, l'homme n'a jamais marché sur la Lune, enfin bon, etc., etc. Et donc, dans cet article, un maître de conférence de l'Université de Rennes 2 en psychologie sociale indique que, bon, pour diverses raisons, certains groupements humains vont rentrer dans telle ou telle attitude complotiste, et puis que parfois la science en déçoit certains. Pourquoi ? Parce que la science, et je cite ce maître de conférence, pose souvent plus de questions qu'elle ne propose de réponses. Et on l'a vu pour le Covid, on ne pourrait pas répondre au tac, si j'ose dire. Et c'est bien l'attitude scientifique, Marion, qui consiste à la méthode poser des questions. Implique plusieurs étapes et donc a besoin de temps. Voilà. Et c'est pas forcément le même temps que celui des médias ou des attentes du public. Et voilà, alors le public est déçu, veut tout de suite des réponses. Et la science, elle ne peut pas tout de suite donner des réponses. Et puis même les réponses qu'elle trouve, elles sont toujours à dépasser. Enfin, c'est la méthode scientifique. Mais bon, il est intéressant, on en avait parlé avant l'émission, Marion, pour se dire que ça pouvait introduire un peu le fait que la science, c'est ça, c'est se poser des questions, et puis, on essaye de trouver des réponses qui seront elles-mêmes progressivement modifiées. Et je ne sais plus qui a dit que aussi l'important c'est de pouvoir se poser des questions et pas nécessairement d'avoir des réponses. Je ne sais plus quel écrivain ou philosophe avait dit ça. C'est tout à fait juste en tout cas. Voilà. Donc, c'était une petite introduction avec cet article. Oui, c'est important, ça rappelle, il est important de sensibiliser à la méthode scientifique, en fait, c'est quelque chose qui est très peu expliqué, notamment à l'école. Je pense que dès les premiers âges, on devrait comprendre cette méthode et pouvoir justement prendre conscience en fait de ces différentes temporalités et en même temps de la façon dont la science se construit. Notamment au sein de la communauté des pairs. Ça se passe comme ça dans les labos, en recherche fondamentale comme en recherche clinique. Absolument. Tout à fait. Alors, il y avait un autre article aussi sur l'aventure Apollo, je crois, la réalité virtuelle. Alors c'est vrai que dans l'actualité, vous avez dû voir, Bernard, il y a pas mal de sujets assez divers et variés. J'ai choisi de vous en présenter deux parmi ces articles. Merci. Il fallait choisir. Effectivement, on a rencontré Stéphane Le Moëlic, qui vient souvent à l'Espace des Sciences pour des conférences. Il était venu aussi pour un café dernièrement pour parler de la planète Mars. Et là, on a fait le point avec lui sur une étude qu'il a menée qui montre une sacrée prouesse technologique. En fait, il a avec ses collègues utilisé des photos argentiques qui ont été prises par les astronautes lors des missions Apollo, donc entre 1969 et 1972. On n'avait pas d'appareil numérique à l'époque. Et donc ils sont revenus avec des photos argentiques. Et ce qui est dingue, c'est que les scientifiques là viennent de les utiliser pour les transmettre
transformer, mais pour reconstituer en fait l'environnement sur la Lune, parce que je parlais de la mission Apollo, mais rappelez que c'était sur la Lune, parce qu'on est allé sur la Lune. Voilà. Et donc, ils ont pu reconstituer, grâce à ces photos argentiques, tout l'environnement qui avait été photographié en 3D. Et donc, grâce à la réalité virtuelle, en fait, on peut, en posant simplement un casque de réalité virtuelle sur nos yeux, on peut observer, se balader, en fait, sur cette zone qui avait été photographiée sur la Lune. Donc, on peut mettre les pieds sur la Lune grâce à la réalité virtuelle. Et donc, au-delà de cet aspect assez rigolo, assez fun, on va dire, ou pédagogique, c'est un outil en fait de travail pour les chercheurs, parce que du coup ils vont pouvoir examiner en format numérique des cailloux, enfin des aspects très intéressants au niveau géologique notamment, mais pas que, pour pouvoir étudier de plus près des roches qui étaient sous les pieds des astronautes en fait. Donc ça ouvre en fait un champ des possibles pour les chercheurs qui est assez incroyable, et donc on a hâte de suivre cette aventure, parce que là on explique dans notre article la méthodologie qui a été employée pour transformer, on va dire, les photos argentiques en univers 3D, mais en fait ça va vraiment permettre certaines avancées scientifiques. Alors l'idée, c'est aussi, je crois avoir lu, c'est de mieux comprendre le passé de la Lune pour mieux éclairer sur celui de la Terre. Oui, c'est pour ça qu'on l'étudie encore. Tout à fait. Exactement. Oui, parce qu'en fait, en étudiant sa géologie, qui est liée évidemment à notre planète, voilà, on peut. C'est un peu la même façon, c'est un peu les mêmes enjeux qu'en étudiant la planète Mars d'ailleurs. Finalement, on étudie ce qui se passe ailleurs pour mieux comprendre ce qui se passe sous nos pieds. Voilà. Ok, super. Donc, en tous les cas, un très bel article, et on voit un astronaute auprès d'une grosse roche. C'est dans la vallée du Taurus Littrow. C'est toute une zone où se sont promenés, entre guillemets, les astronautes. Une plaine volcanique, oui. C'est ça. Oui. Et on ne pouvait pas parler des photos sans en mettre une, donc évidemment. Ah oui, elle est belle. Ok. Alors, vous parlez aussi vous avez un article sur les vestiges archéologiques dans un labo qui se trouve à Cesson-Sévigné. Oui, c'est ça, dans la banlieue rennaise. Je ne sais pas si vous y êtes déjà allé, Bernard, mais c'est au beau milieu d'une zone d'activité, c'est assez incroyable. À côté d'un déménageur. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, on est allé à la rencontre des archéologues qui travaillent dans ce centre. Alors, c'est qui nous intéressait, et je ne vais pas en dire plus pour que vos auditeurs puissent découvrir l'article, c'était de montrer en fait le travail post-fouille, parce qu'on a tendance on a souvent en tête l'image des archéologues, des hommes et des femmes de terrain, ce qui est le cas, mais les fouilles ne s'arrêtent pas. Une fois les fouilles terminées, il y a encore des choses à étudier, beaucoup de choses. Et donc cet article est vraiment très intéressant, parce qu'il nous emmène justement au cœur d'un des centres de l'INRAP, où sommeillent énormément de vestiges de plus de 10 000 ans, donc c'est assez incroyable. Il y a vraiment différents matériaux, il y a des pierres, des métaux, des poteries, il y a vraiment beaucoup de choses qui s'entassent dans leur bureau, et vous le voyez dans les images, dans les photographies qu'on a publiées, et donc les archéologues nous ont expliqué les méthodes, les techniques qu'ils utilisent pour étudier et préserver tous ces objets qui finalement racontent l'histoire de nos territoires. Donc voilà, c'est un véritable reportage dans un lieu assez incroyable et improbable. Donc voilà, j'en dis pas plus, mais c'est vraiment fascinant. C'est à chaque fois, lorsque l'on veut faire un chantier, un endroit donné, ça peut être le métro, ça peut être autre chose, que on va regarder un peu qu'est-ce qu'il y a au niveau du sous-sol, c'est ça? Oui. Tout à fait. Ben, il y a des fouilles préventives, parfois c'est obligatoire en fait d'aller vérifier. C'est une obligation légale. Voilà, c'est ça, selon les constructions envisagées, selon les sites aussi bien sûr, et donc ben voilà, et puis il y a aussi des découvertes assez fortuites en fait. Donc il y a tout type de vestiges qui datent, qui couvrent différentes périodes de l'histoire. Et donc, ce n'est pas que un archéologue ne fait pas que récupérer ce qui se cache sous nos pieds. Bien sûr, il étudie tous ces objets qui sont parfois en 1000 morceaux aussi. Et donc, il faut reconstituer. Il y a vraiment tout un travail de puzzle, si je peux le dire comme ça, pour comprendre ce que sont ces objets et ce qu'ils peuvent nous dire.
Voilà. Et ensuite, on passe au dossier. Le dossier, ce sont les maladies rares, Marion. Les maladies rares. Oui, alors pourquoi les maladies rares? Alors 8%, je crois, à peu près, des Français sont atteints de maladies rares. Alors, on a parlé des maladies rares ce mois-ci parce que le 28 février, donc c'est à la fin du mois, sera la journée internationale des maladies rares et on n'en parle pas souvent. Et ce qui nous paraissait important, c'était d'expliquer ce qu'est une maladie rare. Alors, justement, vous parlez de chiffres. Effectivement, pour être considérée comme rare, une maladie doit toucher moins d'une personne sur 2000. Donc après, rapporté à la population, ça représente quand même une sacrée part de c'est déjà pas mal, hein. Oui, finalement, elles sont pas si rares que ça. Et donc, on a un certain beau tour d'horizon quand même, parce qu'en Bretagne, en plus, il y a tout un réseau de scientifiques qui travaillent, pas qu'en Bretagne, mais nous, comme on parle des Bretons, forcément, on a rencontré les scientifiques de la région. Mais il y a beaucoup de choses qui bougent. On a fait le point sur l'avancement de la recherche, des différentes prouesses technologiques aussi. Mais voilà, la recherche est quand même confrontée, comme beaucoup d'autres thématiques, mais là, on parle de santé, donc il y a quand même un enjeu très, très important. Elle est confrontée à un gros manque de moyens. Donc ça, on en a parlé. Et puis, évidemment, on parle des difficultés que peuvent rencontrer les patients. Parce qu'il y a des gros problèmes de prise en charge, notamment, puisque comme ces maladies ne sont pas forcément très connues, puisqu'il y en a quand même beaucoup, mais comme elles ne touchent pas beaucoup de personnes, forcément, il y a une sorte de goulot d'étranglement. On parle d'errance diagnostique, notamment. Donc, c'est une durée qui s'écoule entre l'apparition des symptômes et le diagnostic. Et cette durée, elle peut dépasser une dizaine d'années. Donc, voilà, les patients peuvent se retrouver complètement mal orientés aussi et ne savent pas de quoi ils souffrent pour les prendre en charge. Mais ce qui a donné un coup d'accélérateur au financement des recherches pour les maladies rares, ça a été ce qui s'est passé pour un chanteur qui s'appelle Grégory Lemarchal. Oui, tout à fait. Qui a été atteint de la mucoviscidose. Oui. Et il en est décédé, d'ailleurs. Mais il y a eu un fort impact médiatique, effectivement. Il y a eu un impact médiatique, et à partir de là, c'est... mais comme malheureusement la mucoviscidose, alors la mucoviscidose est une des maladies les plus connues aussi par les scientifiques, mais il y a plein d'autres maladies rares que nous-mêmes qu'on ne connaît peut-être pas encore. Donc c'est vrai que, mais vous avez raison, ça a mis vraiment un coup de projecteur sur ces maladies-là et a permis de montrer aussi cette difficulté en fait que rencontrent les personnes qui en souffrent. Donc voilà, donc on a rencontré des scientifiques sur ces sujets-là. On a parlé des dépistages aussi qui sont de plus en plus précoces, mais qui doivent être réglementés. Chez le bébé déjà, on peut déjà prélever du sang au niveau du talon. Oui, c'est ça. Et puis on a aussi des avancées pour pouvoir déceler même avant la grossesse. Enfin, voilà, il y a des techniques qui avancent, il y a des techniques qui se développent, mais il y a un fort cadre juridique qui doit être réglementé pour pas avoir des parce que, attention, ça peut dériver vers le génisme. Voilà. Donc nous là, on parle vraiment de l'avancée technique, mais aussi voilà, il y a quand même des choses qui bougent parce que depuis janvier, les nouveau-nés français bénéficient d'un dépistage systématique et gratuit de 13 maladies génétiques. Mais auparavant, donc il y a des choses qui avancent quand même. Pas tous les nouveau-nés, à partir du moment où il y a une suspicion, c'est ça, dans la famille. Tout à fait, exactement. C'est déjà une très bonne chose, hein, parce qu'avant, c'était pas du tout. Oui, parce qu'il y a des terrains plus fragiles que d'autres. Donc, et puis évidemment, on a aussi donné la parole aux familles, aux patients pour pouvoir comprendre aussi l'impact psychologique que peut avoir ces maladies-là sur leur vie, parce que il y a le parcours de soins, mais c'est tout un parcours de vie en fait qui doit être accompagné par les professionnels. Donc voilà, on a vraiment voulu transmettre au grand public les difficultés, les forces aussi de la recherche sur ces thématiques-là, mais pour pouvoir comprendre. Il y a une petite partie aussi sur l'impact psychologique d'avoir un enfant qui a une maladie rare. Ça a une incidence sur lui, sur l'enfant, mais aussi sur toute la famille. Bien sûr. Mais comme tout, même de handicap que peuvent avoir. Absolument. Et puis on termine le dossier
sur l'envolée des prix des médicaments, parce qu'évidemment, il y a la question des traitements, mais aussi quelque chose d'un petit peu plus prometteur, plus positif, on va dire, si je peux le dire comme ça, parce qu'il y a des difficultés, mais il y a aussi des choses très prometteuses. C'est comment la recherche sur les maladies rares peut aussi aider aux scientifiques à comprendre d'autres maladies, d'autres difficultés, voilà, il y a aussi l'avance. Comme on parlait de recherche tout à l'heure, effectivement, la science avance à son rythme, mais elle peut ouvrir des portes sur des choses qu'on n'aurait pas envisagées. Donc, on a expliqué comment la recherche sur les maladies rares peut vraiment ouvrir sur des applications multiples et variées. Ouais. Absolument. Alors, il y a d'autres aspects aussi. Le directeur de l'Espace des Sciences qui nous parle de comment les animaux s'adaptent-ils au froid. Comme il fait froid. Tous les mois, il fait un petit article. Et comme il fait froid, c'est une bonne question. En ce moment, il fait froid. Oui, absolument. Voilà, et les animaux aussi ont froid. Et puis, il y a quelques livres intéressants, Étonnant Infini, La vie secrète des gènes. On parlait de maladies rares qui sont à dépendance pour beaucoup génétique aussi. Donc, des livres intéressants. Vous pouvez trouver tout ça dans Science Ouest du mois de février. On n'a pas tout dit parce qu'il y a beaucoup de choses. Non. Mais il y a la carte blanche aussi, Bernard. La carte blanche sur les dents. La danse est oubliée de Martine Bonheur-Mallet. C'est passionnant. C'est passionnant et ça peut paraître un peu ragoûtant, mais c'est important de parler de la santé dentaire aussi. En tous les cas, on peut conseiller à toutes nos auditrices et nos auditeurs de se laver les dents, de prendre soin de leurs dents. On le dit aux enfants et on peut le dire aussi aux adultes. C'est ça. Ça paraît une bonne chose. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Je pense. Je pense aussi. Et donc, on va se retrouver la prochaine fois, comme d'habitude. Avec plaisir. Et on vous souhaite bon courage pour boucler le numéro de mars, parce que à chaque fois, je sais que vers la mi... Les pages commencent à se créer, effectivement. Les articles sont écrits, pas tous, mais ça se construit, donc j'ai hâte de vous en parler. Avec grand plaisir, Marion. On vous souhaite beaucoup de courage. Et, un très beau mois de février à vous. Oui, prenez tous et toutes et tous soin de vous, couvrez-vous, il fait encore froid et ça pourrait se réchauffer, mais enfin avec le climat. À ce propos, il y a un passage avec Jean Jouzel sur le réchauffement climatique. Oui, c'est vrai. Donc, tout à fait. Je dis ça entre parenthèses. Bon, en tous les cas, à toutes et à tous, un bon week-end. Merci beaucoup, Marion. Merci beaucoup. Merci à vous.